Donc, comme je vous l'expliquais, pardon. Ce monsieur n'est pas... Je suis un imposteur. N'est pas Joby Bernabé, n'est pas Florence Pizzorni non plus. Joby Bernabé nous rejoint dans quelques minutes. Mais Frédéric Ancio, donc, a recueilli la communication qu'avait préparée Hector Poulet. Il est vraiment désolé de ne pas être avec nous et il va vous la lire. Donc. On dit bien bonjour tout le monde. Moi, c'est Guadeloupéen et on vient de dire un petit texte basote en français, marqué par Hector Poulet. Et si on l'a devant autres, et si on ne peut pas les créoles basote, c'est que Hector, bon, moins toute connaissance en créole. Et on a dit bien merci là, et on a dit texte. Langue et création artistique. Un ami psychiatre et psychanalyste a dit à qui je donnais le sujet de ce propos introductif, m'a immédiatement répondu qu'il s'agissait d'un sujet bateau, traité 1001 fois dans les revues de psychologie. Selon lui, le lien était évident, comme l'aurait démontré Lacan. La voie royale de cette démonstration est l'inconscient. L'inconscient est structuré comme un langage, et s'il n'est pas calqué sur la langue, il en a toutefois la structure. Or, l'inconscient est à la source de la création en général et de la création artistique en particulier. Donc langue et création artistique sont liées par l'intermédiaire de l'inconscient. C'est QFD. Tout le reste, me dit-il, n'est qu'une affaire de remplissage et de citer, avec des exemples concrets, les auteurs qui ont déjà étudié le rapport entre langue et création artistique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, qui me faites l'honneur d'écouter mon propos, je ne vous ferai pas l'injure de traiter ce sujet comme un pinceau de psychanalyse ou de philosophie, en me cachant derrière mon petit doigt, au prétexte que le moi est insaisissable. Je vous propose de construire ce propos autour de mon expérience personnelle, expérience qui peut avoir un rapport avec celle de chacun d'entre vous. Je vous parlerai donc de l'être clôturé et cloisonné, qui est tapis au fond de chacun de nous, puis de l'être toujours clôturé, mais qui tente de faire tomber ses cloisons intérieures sans toujours y parvenir. Enfin, j'illustrerai ma réflexion par un bref regard sur la poétique, et plus particulièrement sur la poétique de la langue créole, en me rappelant que le terme créole viendrait lui-même du latin creare, en français créer. L'être clôturé et cloisonné, c'est vous, c'est moi, c'est l'enfant qui comprend très tôt que la vie est limitée par la mort, que ses parents vont mourir, qu'il va mourir, et qu'il va falloir naviguer à vue dans le champ de la vie pour construire sa propre expérience. Cette clôture, cette limite, cette fin programmée de tout temps, et pour tout le vivant, est inéluctable. Reste à comprendre ce qu'est la vie en général et ce que sera la vie pour lui. Alors, chacun soumettra le réel à son observation, à son analyse, à ses déductions. Or, le réel ne peut être appréhendé dans son ensemble, d'où la nécessité de le parcelliser, de séparer chaque parcelle par des cloisons, plus ou moins étanches, de trouver des similitudes, les équivalences, les hiérarchies. Bref, cette aptitude à l'analyse est, pour ainsi dire, innée, et nous, humains, allons tenter de mettre de l'ordre, de classer, de ranger en ordre, superordre, genre, famille, espèce, sous-espèce, etc. Concernant la langue, nous classerons les segments du discours en noms, verbes, syntagmes et paradigmes, etc. Cette aptitude qui consiste à analyser le réel, à faire des catégories, à étiqueter, à ranger dans les tiroirs, est donc naturelle, c'est l'esprit d'analyse. Cette aptitude à construire des cloisons correspond probablement dans notre milliard de neurones à des synapses, des voies de connexion, à des déductions et des conclusions rangées dans des fichiers de notre cerveau. Ce cloisonnement du réel a un immense avantage. Il nous rassure, il nous donne le sentiment de maîtriser la compréhension de la vie et parfois de conséquences d'avoir en partie prise sur la mort. Ce travail est spontané, même si certains s'appliquent à le réussir mieux que d'autres. C'est cette même méthode d'analyse qui conduit à l'esprit de chapelle, de parti, de communauté linguistique, culturelle ou religieuse. C'est cet esprit qui sépare l'art et la science, la langue et les langages.
classe la connaissance en discipline et les disciplines en spécialité, organise les ministères en direction, sous-direction, l'armée en phalange ou en régiment et en compagnie, le travail en profession, en corporation et syndicat, la foi en confession, la religion en église et chapelle. L'esprit d'analyse, poussé à l'extrême, nous portera à séparer le bon grain de l'ivraie et pourra parfois nous faire camper sur nos certitudes, défendre notre précaré, nous permettra de nous barricader dans notre tour d'ivoire. L'être clôturé, décloisonné, procède de l'autre versant, l'esprit de synthèse. C'est un travail d'un autre ordre. C'est une activité volontariste qui consiste à trouver des liens, à faire tomber les cloisons, à chercher les similitudes plus que les différences. Il ne s'agit pas de se battre avec sa réalité pour faire tomber les cloisons de la société, mais d'un travail intérieur, sur soi-même, pour refuser l'enfermement intime dans lequel la société, la communauté, le parti, le courant, la chapelle veut nous cantonner. Comprendre de manière synthétique que la vie est pleine de contradictions, c'est qu'aucune n'est antinomique, qu'on peut aimer les mathématiques et la poésie, qu'il y a probablement une esthétique du calcul comme il y a une arithmétique de la musique, même si autour de nous cela peut faire ricaner, qu'on puisse professionnellement se dire maître de mathématiques et se passionner pour la littérature, la poésie, pour la musique ou la peinture. Ce positionnement n'est jamais très confortable, parce que celui qui se trouve à la croisée des chemins du réel n'est bien vu ni des uns ni des autres. Il est d'aucun parti pris, d'aucun courant, d'aucune chapelle, d'aucune secte. Il n'a pas la protection de ceux qui pourtant seraient ailleurs, heureux de l'accueillir, à condition qu'il accepte d'être des leurs et non de ceux d'en face. Il doit assumer seul sa vision, même s'il se doute qu'il n'est pas seul à être sur ses positions. Cet être-là, souvent solitaire, n'a plus les mêmes repères que l'ensemble du groupe auquel il est censé appartenir. Mais il n'en est ni fier ni honteux. Il cherche des voies de passage. Quand d'autres cherchent à élever des barrières, il cherche à construire des ponts. Les langues créoles sont nées dans un univers où les cloisons étaient des murs, infranchissables, faits de mépris, de haine, de rage, de douleur et de désespoir, quelquefois de compassion. Dans cet univers carcéral, la volonté de communiquer à tout prix avec l'autre, par-delà les murs de la haine et du mépris, était déjà un acte de révolte. Communiquer demandait à la fois une volonté, une foi en l'avenir, un appétit de vivre, mais en outre, il fallait faire appel à une inventivité de tous les instants, à une créativité permanente, avec des briques et des brocs, des bribes de mots mal prononcés, mal compris, de vagues souvenirs de mots ramassés de ci, de là, pris aux uns et aux autres. C'est créer un instrument de communication pour dire que nous étions tous de la même humanité. Ainsi est née la langue créole que je parle aujourd'hui, ainsi sont nées les langues créoles, qui pourraient toutes répondre à cette image formule que le poète Joby Barnabé donne de la femme, où c'est réel d'eau qu'en note la vie. De cette création brute, de ces pidgins, de ces sabirs, de ces baragouins, certains poètes des différents créoles ont su extraire un art poétique, alliant musicalité et rythme, image et métaphore. Le poète haïtien Georges Castera, fils de l'un de ceux dont la poésie m'aime le plus, parlant de la poésie, il dit, s'adressant à l'aimé, je cite de mémoire, « Ou mandem chéri, sa poésie yé, on bon mot pour déchouquer malais. » Tu me demandes, chéri, ce qu'est la poésie? Un groupe de mots, une bande de mots, pour déraciner le malheur. En conclusion, les langues créoles n'ont, à part leur histoire particulière, rien de plus ni rien de moins que les autres langues. Et plutôt que de chercher un lien entre les langues d'une part et la création artistique d'autre part, nous grouperons toutes les langues en une seule. Et à la manière de Jacques Lacan, jouant sur les mots, au lieu de parler de langue et création artistique, nous dirons la langue est création artistique. Merci. Merci beaucoup Frédéric, ce n'était pas une tâche facile.
Joby Bernabé est arrivé Oui, bonjour. pile au moment où nous nous apprêtions à lui donner la parole. Alors, Je prends comme ça. Comme vous descendez de l'avion et qu'on vous prend, si je puis J'ai dire, essayé de pratiquer un au peu pied l'art levé. de la respiration. Ça va se passer dans une... Pour vous dire d'abord bonjour. Et je vais commencer par rire de moi-même. C'est la première fois que ça m'arrive de prendre la parole dans un pupitre devant des gens. Il est arrivé qu'on m'a mis un pupitre pour mes paroles poétiques. Souvent, je dis, je ne veux pas de pupitre. Et là, c'est mon agent qui m'a dit, Joby, il faut que tu ailles faire une petite présence là. Mais je suis surtout là pour partager quelques mots de mon répertoire avec vous ce soir. Et souvent, quand on me dit, tout à l'heure, j'ai rencontré Patrick Chamoiseau, je disais à Patrick, quand on m'a dit, il faudrait que tu fasses une petite intervention, j'ai dit, attention, il ne faut pas me confondre, je ne suis pas Patrick Chamoiseau. C'est vrai que quand Patrick Chamoiseau, ou alors Max, s'exprime, parle, j'écoute beaucoup parce que je trouve que quand on veut parler de choses importantes, il faut effectivement bien peser ses mots et faire attention à tout ce qui est dit. Et Maxime ne dira pas le contraire. Et c'est vrai que dans le domaine de la création poétique et artistique en général, le proverbe qui dit « tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément » ne tient pas la route. Mais par contre, quand il s'agit de faire une intervention, disons, analytique et didactique sur un sujet quelconque, moi, je préfère ne pas m'y lancer, même quand souvent j'anime des stages et des choses où je parle librement, en faisant des fautes ou en me trompant, très souvent peut-être même. Donc j'ai accepté simplement parce que je me suis dit que peut-être que je peux un peu témoigner d'un parcours, d'un chemin, avec la parole, avec la langue, avec les langues en l'occurrence, créole, français aussi un peu espagnol, et devant vous, et vous dire que maintenant ça fait 30 ans, un peu plus de 30 ans, que je partage des paroles en créole et en français, et quand je vais en Amérique latine, en espagnol, avec des publics divers. Et j'ai même aussi adapté mes interventions aux tout petits, mais en général, ce sont des textes de ma création, et surtout de la création d'auteurs dont les paroles chantent à ma bouche. J'aime souvent dire que je suis les paroles qui suscitent ma voix, V-O-I-E, et sollicitent ma voix, puisque je travaille beaucoup avec ma voix. Et après mon séjour en Afrique de 2 années, dans les années 70-72, j'ai eu de très belles expériences sur les planches théâtrales, à Paris, entre autres avec Medondo, et puis aussi du café-théâtre. Et puis, je crois que tout ce que j'avais reçu en Afrique, comme flot de sonorités et de paroles, parce que quand je voyageais parfois dans les camions, parce qu'on prenait des camions, des transports, pas seulement en commun, parfois vraiment des transports de matériaux, on prenait ce qu'on avait à prendre pour se déplacer. J'étais avec un ami français, on était parti pour 3 mois, on est resté 2 ans dans l'Afrique occidentale. Il m'arrivait souvent, dans les autobus aussi, de retourner la tête parce que je croyais entendre parler créole. C'est peut-être tout cela qui fait qu'une année à Paris, je me suis mis à dire des paroles en créole, beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a un flux qui est venu en moi par le créole, alors que quand j'étais à l'école, il n'était surtout pas question de parler créole, maintenant les choses ont un peu changé, mais en plus, concernant la parole que l'on voudrait particulière, poétique, nous avions une vision de la poésie très restreinte parce qu'en général, elle nous était mal amenée, mal expliquée, et bien après, quand on disait pour certaines de mes prestations, voilà, soirée poétique, je ne crois pas que ça disait grand-chose aux gens à la Martinique, parce qu'on était allé à l'école où la poésie était dans les livres.
la poésie était un petit peu... Il y avait quelque chose de factice. Certains poèmes nous ont touchés. C'est vrai qu'à l'époque, on ne connaissait pas Césaire, mais on résistait à Victor Hugo par cœur. Mais la poésie, elle était dans les livres, elle était mal, disons, amenée dans le champ de notre compréhension de la chose. Et alors, donc, je vous disais, pour reprendre mon fil, parce que si je perds le fil, il faut me dire, puisque justement, je n'ai pas du tout la pratique de ce genre d'intervention. Je vous disais, pour reprendre mon fil, et j'espère que vous tiendrez le vôtre avec moi, je vous disais qu'à Paris, à un moment, je me suis mis à dire des paroles, des textes, et tout de suite, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je dise des poésies, parce qu'il y avait, et il y a encore, pas un débat, mais il y a plusieurs visions de la poésie. Je me suis mis à dire des paroles en créole, et par la suite, je me suis mis à... Alors, donc, des paroles que je créais, que j'écrivais, que je pensais que je vivais en créole, et aussi, très vite, des paroles en français. Et quand je suis rentré en Martinique, j'ai fait un premier récital qui s'intitulait Respect, où j'ai mis sur tous les murs de Fort-de-France une main ouverte. C'était bien sûr une parole chargée, on pourrait dire une parole engagée, mais c'était un montage poétique avec des chants et tout. Et de là, la presse a loué et a acclamé le grand conteur Joby Bernabé. Pendant des années, 15 ans, j'ai dû me battre pour expliquer que je n'étais pas conteur. Parce qu'il y a plusieurs champs de paroles, plusieurs niveaux de langue, plusieurs champs de paroles de création, de paroles poétiques. Pendant des années, mais cela a été d'autant plus difficile qu'entre-temps, ma chère Eusanne est venue me demander si je voulais jouer un rôle dans la rue Cazenègre. Et dans la rue Cazenègre, j'ai joué le rôle de personnage du village, mais qui était aussi celui qui avait une petite fillette à l'école, mais en même temps qui était le conteur du village. Et ça créait une grande confusion, parce qu'évidemment, notre petite Martinique où le cinéma était naissant, j'étais d'autant plus conteur que je jouais le rôle de conteur dans la rue Cazenègre. Je pouvais jouer le rôle de docteur, je n'aurais pas été docteur, c'est différent. Évidemment, je suis allé voir comment fonctionnaient les conteurs, et, comprendre l'espace de parole du conte et comprendre un peu ce qui s'y passe. Et c'est vrai que j'ai quand même une certaine, disons, approche de l'univers du conte. Je ne me situe pas du tout dans la filiation du conteur. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des concerts, mais je ne savais pas trop comment faire. Quand je voulais faire un récital avec un ou deux musiciens, ou même seul en commune, même quand je disais non, je ne viens pas en tant que conteur, c'était un conteur qui venait. Et pour la Martinique, alors je ne parle même pas du Canada et de partout, on m'invitait comme il paraît que vous êtes un grand conteur. Et il m'est arrivé de me laisser prendre 2 fois où je suis allé, où les gens disent mais je ne comprends pas, je vous ai dit au téléphone que je ne suis pas conteur. Je peux interpréter un conte parce que il a fallu un moment que je me nomme un peu statutairement, et les gens me disaient si tu n'es pas conteur, ou les journalistes, donc tu es poète. Je disais mais je ne peux pas me dire poète. L'idée que je me fais de la poésie ou d'une certaine poésie est tellement élevée que ça m'est très difficile de me dire poète. Les gens pourraient le dire si j'écris. Évidemment, je me dis plutôt poète du dire. Interprète. Au niveau statutaire, je suis un auteur-interprète. Mais dans les circuits de diffusion, comment faire, puisqu'on connaît le conteur, ou alors maintenant, tout récemment, les slameurs. Ainsi, il y a une irruption de la parole sur la scène publique, mais cette parole qui n'est pas la parole du conteur, mais dans la tradition, c'était le conteur. Alors bien sûr, à part la rue Cazenègre, à peine une année après, j'ai été invité à Martigues, parce que très vite, l'écho est sorti de ce spectacle à Fort-de-France, qui n'était pas un spectacle de conte, mais du fait que je sois retourné avec quand même une présence scénique, l'écho est allé partout que j'étais conteur, et on m'a invité en tant que conteur au Festival de Martigues, en 1982 ou 81, je crois, qui était un grand festival, et c'est la première fois que Georges Ambert est la mer pour dire les paroles de l'autre côté. Et bien sûr, j'ai dit, oui, je vais interpréter un conte. Et j'ai appris par cœur, dans mon espace d'oralisation et d'intérêt pour la parole d'une manière générale, mais surtout la parole rythmée, poétique, un certain type de parole, j'ai quand même appris par cœur, je me suis coulé dans la rivière d'un conte qui s'appelait Conte
de la lune pleine quand elle marronne dans les bois, qui a été écrit par Jacqueline Labbé, une dame déjà qui a plus de demi-siècle, et qui est en Martinique. Et ce conte, je suis allé l'interpréter avec 3 musiciens, un guitariste acoustique, un super flûtiste qui s'appelle Maxilla, que beaucoup d'entre vous connaissent, mon guitariste, donc Félix Clarion, qui joue jusqu'à maintenant avec moi, et mon directeur musical actuel, Alfred Fantone, percussionniste, multi-percussionniste. Ce jour-là, imaginez un plein air, un amphithéâtre, plein de gens, très peu d'Antillais, et j'arrive, et ce jour-là, il fait pleine lune, et je dis, j'explique aux gens que je vais leur interpréter un conte que j'ai appris par cœur, donc comme une pièce de théâtre, tout cela est bien mis en place, et puis je leur explique que juste en amorce, quand je ferai cric, vous ferez crac, et quand je ferai yécri, vous ferez yécra, et ça se passe en amorce. Je leur apprends, et tout le monde fait ça. Puis, ça crée comme une ouverture, ça fait un grand silence, et commence le conte. Et bien sûr, je ne m'attendais pas à l'impact, un très bel impact, et tout de suite dans le monde, une grande feuille, le grand conteur Joby Barnabé, encore plus. Et ça m'a enfoncé une fois pour toutes. Je n'irai pas plus loin, je sais que l'intervention est courte, pour vous dire qu'il m'a fallu des années et des années pour arriver à faire admettre qu'il y a plusieurs plans, plusieurs niveaux, pas niveau en sens de mieux ou de pas, plusieurs plans de parole, et que la parole doit vivre en nous, pas seulement la parole quotidienne, pas seulement les paroles usuelles, les paroles affectives de tous les jours, pas seulement la parole politique qui prend une grande place, qui a aussi son rituel, mais ce que j'appellerais des paroles avec un P qui a un poids, parce qu'il y a un proverbe créole qui dit « parole en bouche bachaille », c'est-à-dire que la parole dans la bouche n'a pas de poids. Évidemment, il y a des paroles quotidiennes, des paroles professionnelles qui ont du poids, mais beaucoup n'en ont pas. Ou tout au moins, la parole donnée a perdu beaucoup de son sens. Donc, au fait, j'ai essayé de m'intéresser à quelque chose que je n'appellerai pas poésie, parce qu'il y a des poètes qui sont par exemple, des poètes qui sont des poètes de l'ère mythique, d'autres qui sont des poètes champêtres. Il y a toutes sortes de plans de poésie. Mais je me suis surtout intéressé à quelque chose dans la langue qui permet de la faire chanter et donner son plein pouvoir opératoire. P comme pouvoir opératoire. Et bien sûr, j'ai compris que ceux qui voulaient travailler avec la langue se trouvaient dans un champ rituel, et que le poète Monchoachi, je ne sais pas si Monchoachi est là, et dessine comme cela, il dit il faut donner à la parole son corps, comme une corde et comme un écho. Et lui, il pense que l'approche du champ créatif et artistique de la parole commence par cette allégeance. Donner à la parole son corps, comme un corps et comme une corde et comme un écho. Alors, en français, donner son corps comme une corde et comme un écho. Mais comme c'est un texte créole, cela est dans un texte créole qu'il a transposé en français, cette transposition en français est forcément incomplète. By corps, qu'on corde, et puis qu'on l'écho. Il y a d'abord 3 cas, comme une corde à nœud. By corps, le corps créole. Pardon, le corps créole n'est pas un corps physique, disons, distinct d'un corps éthérique que l'on appellerait âme, dont les missionnaires ont voulu à tout prix doter les corps sauvages et animaux des indigènes et des sauvages, quoi. Et dans la philosophie fondamentale africaine, dont une des bases est la philosophie bantou, corps, c'est corps et esprit. Mais même le terme d'esprit, le terme d'âme ne convient pas, il est trop entaché, sans jeu de mots. Le terme d'esprit, un peu, il y a quand même une idée d'esprit saint derrière, alors qu'il n'y a pas du tout cette idée. Corps et esprit, ça donne quoi? Ça donne une force. Cette force, elle englobe le corps, le mental, la personnalité, et c'est tout ça. Et l'homme est une force. Et dans cette force, il y a des forces. Il y a des forces positives, il y a des forces négatives, il y a des forces évolutives et des forces évolutives.
apporter les mêmes fruits. Et pareil, si on dérange l'esprit de la terre par du chlordécone, sans jeu de mots, sans jeu de sonorité 4, effectivement, l'esprit de la terre dérangé va aller déranger l'esprit de la rivière. Et donc, c'est un peu là où je rejoins l'idée de Monchorachi qui dit qu'il faut donner un corps. Je vous demanderai de conclure, Joby, excusez-moi, et de poursuivre ensuite dans les ateliers qui sont destinés à continuer à échanger. Donc Merci je vais conclure en disant qu'une fois ce rituel, qui est un rituel, disons, d'investissement de la parole mère, que l'on pourrait dire, établi, tout le reste, c'est beaucoup de travail sur des sonorités, sur des voyelles, sur des rythmes, sur la pulsion des consonnes. Il y a tout un travail qui fait qu'on peut avoir différents types de poésie, comme en Afrique, où il y a des poésies, des paroles poétiques pour les semailles, d'autres pour la moisson, d'autres pour la lune, et tout ce qu'on veut. Et tout ce chant est un chant énorme que l'on appelle le chant, que l'on pourrait dire, et artistique et rituel de la parole. On va travailler en créole sur des sonorités comme ao, aïe, aïe, qui sont propres au créole, des tchè, beaucoup de sonorités, en français sur d'autres sonorités, où il y a un muet. Et au-delà de toutes ces sonorités, il y a les plans sémantiques de la langue, il y a les sens, les sous-sens, l'arrière-pays des mots, etc. Et c'est tout cela qui est bien passionnant. Je ne peux pas vous en parler davantage, mais je crois qu'on en savait beaucoup là-dessus. Merci beaucoup. Et c'est parti dans mon délire. Merci. Si vous nous faites le plaisir de rester avec nous pendant les ateliers qui vont suivre, nous aurons le plaisir de vous entendre davantage et ce sera vraiment important pour nous. Je vais maintenant passer la parole à Evelyne Guillaume qui mène un travail théâtral en Guyane depuis longtemps et qui va témoigner de son travail ici. Bonjour, je suis metteur en scène et avec la compagnie KSNCO, ma compagnie, nous travaillons à Saint-Laurent-du-Maroni, où nous dirigeons également une scène conventionnée, Kokolampou. Et aussi, nous organisons chaque année un festival, les Tréteaux du Maroni. J'ai envie de témoigner d'une expérience singulière que nous menons depuis 4 ans, je crois, avec des personnes de la communauté Saramaka. Et ça s'est passé de la façon suivante. Nous n'habitons pas à Saint-Laurent-du-Maroni, nous habitons un petit peu en dehors, et en nous rendant de la maison au théâtre, nous passons devant un village, Saramaka. Et de temps en temps, en s'arrêtant, on parle, on discute un peu, enfin, on échange quelques sourires plutôt et quelques mots, on annonce quelques mots, puisque je ne parle pas le Saramaka, eux sont peu francophones ou pas du tout. Mais on dit quand même ce que nous faisons du théâtre, nous sommes là, nous faisons du théâtre. Comme le mot théâtre ne fait aucun sens, on voit qu'on ne se comprend pas du tout, l'idée c'est d'amener ces personnes dans le théâtre et d'y organiser une petite fête où on pourra se rencontrer autour de tambours, de boissons, etc. Et la fête n'a jamais eu lieu, enfin, pas de cette façon. C'est-à-dire qu'à la première rencontre, quelque chose s'est déclenché. Ils ont commencé, les amis ont commencé à raconter des choses, et nous aussi. Et sur le principe du nam koti, c'est une expression que j'ai apprise, je te coupe, qui permet à l'interlocuteur d'insérer son récit en contradiction, en commentaire ou en digression, aussi longue qu'il le veut. D'ailleurs, c'est un exercice excellent pour ne pas perdre le fil dont parlait Joby tout à l'heure. On peut se permettre donc de parler à son tour. Et tout ça est basé sur une très grande écoute et un très grand respect. Donc, on a commencé à travailler comme cela, et de cette rencontre, cette première rencontre dans le théâtre, est né un spectacle. Nous ne nous y attendions pas du tout, parce que nous travaillions à l'époque de façon très classique. On prenait une œuvre, on l'analysait, on distribuait, on montait l'œuvre. Et là, on s'est retrouvés devant
un montage de spectacle complètement original, puisqu'en fait, le premier spectacle, qui s'appelle Koudip, témoignait en réalité de la difficulté à communiquer, puisqu'on ne comprend ni la langue de l'autre, ni on ne connaît pas non plus ses codes culturels. Simplement, on sait qu'on peut parler, on peut se couper la parole. Donc ce spectacle a été notre premier spectacle, Koudip, avec ces personnes, qui étaient à l'époque, je dis bien acteurs, puisque il était peu pensable de penser à une formation de l'acteur au sens, ou comme on l'entend en Occident ou maintenant par chez nous. C'était une expérience d'éveil pour nous, gens de théâtre, pour moi, metteur en scène, parce que ça oblige à une vigilance de tous les instants, ça m'a obligé à une vigilance de tous les instants, c'est-à-dire à revoir même ma notion d'écoute de l'acteur. Puisque ce que j'écoutais, ce n'était non pas des réflexions, ce que j'écoutais, c'était du ressenti. Et je ne pouvais pas travailler non plus à la façon classique, c'est-à-dire le travail que nous faisons s'appuie sur la spontanéité de l'action, s'appuie sur le travail avec des analogies, et là je ne pouvais pas agir de cette façon, puisque la spontanéité, on ne parle pas la même langue. Si j'impose ma langue en supposant qu'elle soit comprise, ce n'est pas la langue maternelle, puisque ce sont des personnes qui parlent saramaka, je répète. Donc il y avait nécessité de créer des outils, de créer des passerelles, lesquelles on n'en savait rien. On était vraiment devant la page blanche. Et on a continué à travailler ensemble, patiemment, puisque c'est un travail qui maintenant a commencé il y a quelques années, et on est arrivé à la création de notre deuxième spectacle qui s'appelle Daïti, où pour aller les uns vers les autres, nous avons confronté des héros, d'épopées. Et là, nous avons, alors que pour le premier spectacle, il y avait du français, ceux qui parlaient français, et du saramaka, et ça se entrechoquait tant bien que mal, plutôt bien d'ailleurs, en jugeant par les retours des critiques. Mais le deuxième spectacle, on s'est dit, il faut quand même qu'il y ait une fable qui sous-tend ce spectacle. Donc nous avons décidé que nous allions fouiller dans nos mémoires pour trouver un héros d'épopée, parce que nous en étions au point du travail avec ces comédiens, maintenant je dis comédiens, où nous pouvions travailler à partir de personnages archétypaux. Pourquoi? Parce que la psychologie, encore, c'était prématuré. Toujours à cause du respect, je ne sais pas comment aborder ce travail-là avec des personnes qui ont une culture qui me paraît éloignée. Donc ces personnages archétypaux, c'était nous, on a interrogé les acteurs qui venaient de Martinique, et précisément un acteur qui n'est pas là, Serge Abatucci, qui devait être là ce matin, lui se rappelait que son père, martiniquais, l'avait nourri de fragments de l'Odyssée d'Homère. Il a grandi avec ça. Alors on s'est dit, c'est bien, on va utiliser Ulysse, puisque c'est ton héros, le héros de ton enfance. Et pour nos compagnons Saramaka, un personnage est né, que nous avons nommé Daïti, et qui était le personnage qui traversait les dits ou les contes que ces personnes nous donnaient à écouter. Ce qui m'a intéressé, ce qui m'a aussi interpellé, c'est dans un des contes que nous avons collectés pour le montage de ce spectacle, il y a un personnage qui, le héros, qui pour épouser la fille du roi, pénètre dans le palais caché dans un cheval, à l'intérieur d'un cheval. Alors c'était tout à fait étonnant. Donc nous avons monté Daïti, une épopée qui permettait de travailler sur quelque chose qui nous semblait fondateur. Le troisième spectacle, Kaïdara, la 13e création, avec ses comédiens, est un spectacle à partir du récit initiatique rapporté par Amadou Hampâté Bâ.
Et là, du coup, ce sont des choix qui ne sont pas des choix raisonnés a priori, mais simplement qui se sont imposés. C'est-à-dire qu'on s'est dit, eh bien, maintenant, on peut essayer de rentrer dans autre chose que l'épopée, c'est-à-dire des héros, un récit qui encense le courage, la vaillance, etc. Et là, on s'est dit, on va rentrer en nous-mêmes, on va rentrer... et donc, avec Kaïdara, on a commencé un récit polyphonique parce que les langues qui rentrent en conciliabule sont le poulard, le français, le créole et le saramaka. Et j'écoutais tout à l'heure Françoise Vergès et je me suis dit, j'étais confortée parce qu'on a toujours le trac quand on fait ce genre de travail, puisqu'on subit des pressions quand même. Les pressions sont et pourquoi vous ne traduisez pas, et vous devriez faire une traduction simultanée, etc. etc. On s'est aperçu avec Kaïdara qu'en réalité, le récit était compris. Bien que le français ne soit pas majoritaire, le récit était compris, parce que on s'est aperçu que grâce à la musicalité, à la puissance des sons, effectivement, il y avait un autre type d'écoute, qui n'était pas l'écoute peut-être intellectuelle ou convenue. Je comprends parce que je comprends les mots, mais parce que j'écoute les sons. Et pour nous, ça a été très important. Et ce n'est pas maintenant, ce n'est plus avec Kaïdara, comment dirais-je, la superposition de langues, mais réellement un tissage polyphonique. Nous en sommes là, dans notre expérience avec nos amis, et nous allons créer notre prochain spectacle, qui est un spectacle, une pièce à partir d'une dramatique écrite, c'est-à-dire avec des dialogues. Donc là, nous sommes encore de nouveau devant un questionnement. Comment et dans quelle langue et qu'est-ce que ça va nous amener? Et parce que tant qu'on était dans les récits épiques ou dans des récits qui faisaient intervenir le conte, la question ne se posait pas tant de se dire en quelle langue, pour nous en tout cas. Là, oui. Parce que il y a des informations qui seront données dans la pièce qui, du coup, nécessitent tout de même de comprendre. Donc on se pose la question de savoir en quelle langue et comment, alors peut-être en saramaka, peut-être en français, on ne sait pas. Mais en tout cas, cette expérience avec les comédiens saramaka est une expérience forte, parce qu'elle elle a donné à voir au public saint-laurentais, à ceux qui les ont vus, mais en tout cas à Saint-Laurent, ce que nous dit le public, c'est que vous nous avez donné une image différente de la cité. Une image belle et différente de la cité. Voilà, c'est ce que je ne sais pas si je peux... Alors après, on a des problèmes, excusez-moi, on a des problèmes de traduction, mais peut-être qu'on pourra en parler un petit peu plus, oui, bien longtemps, sûr, parce que oui. nous traduisons systématiquement toutes les œuvres en saramaka. Tout ce que nous faisons est traduit systématiquement en saramaka. Merci beaucoup, Evelyne Biagi. Et donc, Marc Nouchi, maintenant... Oui, alors, nous avons déjà pris du retard, donc je vais être le plus synthétique possible. Ça tombe bien, d'abord parce que quand Xavier North m'a demandé d'intervenir, j'en étais à la fois flatté et en même temps surpris, parce que je ne suis pas ni sociolinguiste, ni anthropologue, je ne suis qu'un directeur d'administration déconcentrée d'un ministère avec lequel il ne saurait y avoir évidemment l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, mais je ne suis pas porteur d'une quelconque doxa en la matière sur le thème langue et création. Comme l'a dit hier Michel Collardel, nous devons saisir l'espace de liberté que représentent ces États généraux pour ouvrir quelques pistes. Alors l'institution que je représente, d'abord, elle s'approprie parfaitement tous les mots et tous les concepts qui ont pu être lancés hier, que cela soit, les inventeurs de ces concepts vont se retrouver, le être avec, le être aux côtés d'eux,
les E renvoyant évidemment aux collectivités locales, aux opérateurs culturels, aux groupes, aux mouvements associatifs, aider à l'expression d'artistes plurilingues, ça aussi c'est une notion que nous nous approprions complètement, éviter les situations de diglossie, c'est également un processus que nous faisons nôtre. Mais pour préciser la position de l'institution dans le rapport Langue et Création, un rapport qui est extrêmement compliqué, je voudrais évoquer quelques prémices, poser quelques prémices. D'abord, la relation entre langue et création ne saurait se limiter au champ qui place la langue en son cœur, parce que toute œuvre culturelle fait intervenir peu ou prou la langue, si ce n'est les langues, donc ça serait une erreur que de penser que seule la poésie, la chanson, la musique utilisent la langue. Il faut aussi penser à la danse, aux arts plastiques, enfin à toutes les formes d'art, quelles qu'elles soient. Deuxième remarque, deuxième prémisse. Toutes les langues remplissent, on l'a dit, les sociolinguistes l'ont abondamment démontré, remplissent des fonctions identiques, mais toutes n'occupent pas la même place et il faut différencier, me semble-t-il, celles qui se sont développées dans un contexte territorial donné, dans un cadre sociopolitique caractérisé par un pouvoir fort, très affirmé, de celles qui se réalisent dans un contexte d'extraterritorialité suite à des transferts de populations dont aucune n'est autochtone et qui ne sont pas dans une situation d'intercompréhension. Et là, vous avez reconnu l'opposition entre ce qu'on pourrait appeler les langues impériales des langues créoles. Et il me semble que le rapport entre langue et création varie évidemment beaucoup en fonction de la langue que l'on peut utiliser. Troisième prémisse. Je vais citer Xavier North, évidemment, qui dit une chose très très juste dans Culture et Recherche. La création, écrit Xavier, est le plus sûr moyen de garantir aux langues la légitimité qui est la leur et de préserver leur place qui leur revient dans l'espace public français. Xavier, si tu me permets, je corrigerai un tout petit peu, je dirais dans l'espace public européen, parce que tous les DOM sont des composantes de l'ensemble européen et même de l'ensemble mondial, parce qu'en plagiant Hölkvenig et Vezor, évoquant Claude Lévi-Strauss, grand témoin que nous avons eu le plaisir de voir trop brièvement avant-hier, je dirais que les créoles n'appartiennent pas aux créoles ni à la France, mais ils appartiennent au monde dans sa totalité. Et là, un regret, c'est qu'à l'occasion de ces États généraux, on ne parle pas finalement du premier territoire créole, c'est-à-dire la France hexagonale, celle où les communautés créoles sont parfois extrêmement nombreuses. Je pense à Marseille, je pense à Paris et à d'autres. Il eût fallu qu'il y ait aussi des délégations et des représentants de ces univers qui ont une culture propre, spécifique. Cinquième prémisse, la France, avec sa tradition centralisatrice, on l'a dit, on le répète, n'a jamais su intégrer les cultures dites minoritaires. Historiquement, elle a plus acculturé, déculturé, qu'elle n'a su inventer une politique laissant une place à ces cultures. Et aujourd'hui, il y a une opportunité, puisque nous vivons ce qu'on pourrait appeler la crise de la nation France, pour reprendre les mots chers à une historienne très très célèbre qui avait parlé de l'invention de la nation France. Eh bien, on peut donc là profiter de cette crise de la nation France pour finalement redéfinir le rapport entre les Français, la langue et leur territoire. Je crois que là, il y a une opportunité et c'est le sens d'ailleurs que l'on peut peut-être assigner à ces États généraux. Ceci étant dit, le discours de l'institution est d'emblée oblitéré par ce qu'on pourrait appeler une espèce de péché original d'ailleurs. Il s'inscrit d'abord dans un espace qui est extrêmement froid, qui est celui de l'État. Vous connaissez la métaphore, qui est le plus froid des monstres froids, alors que nous avons affaire à des communautés qui par essence sont chaudes. Et cette espèce de disjonction thermique fait que notre discours est un discours qui est finalement considéré comme relativement distinct, d'autant que, deuxième péché original, nous nous inscrivons, nous, agents de l'État, dans la durée, dans une temporalité qui est celle j'allais dire l'éternité. Oui, le temps de l'État, c'est le temps de l'éternité. Tandis que les impatiences et les attentes des usagers, des consommateurs de culture, c'est l'immédiateté, c'est l'instant.
Et donc ça, ce télescopage entre temps et instant fait qu'il ne peut y avoir aussi que frustration. Troisième élément, notre discours est par nature trop général, alors même que le ministre nous a incité à pratiquer du sur-mesure, mais il est extrêmement... D'abord, le sur-mesure, c'est toujours plus coûteux que, on le sait bien, hein, que le prêt-à-porter. C'est plus agréable aussi à porter, ça on est bien d'accord. Mais voilà, et les temps sont durs, hein, pour utiliser une métaphore que vous connaissez. Et enfin, il est relativement artificiel parce que limiter notre réflexion à langue et création, je vous l'ai dit, cela doit, me semble-t-il, aussi impliquer une réflexion sur le patrimoine, une réflexion, il serait absurde de séparer patrimoine de création, ça, je pense qu'on est dans un tout englobant. Alors, ceci étant dit, vous voyez, j'ai pris beaucoup de précautions, je vais poser 3 ou 4 questions, et puis vous laisser, enfin, évoquer quelques pistes, mais puisque, oui, je vois l'heure tourner. D'abord, comment vaincre le paradigme de l'éloignement ? Bon, tout simplement, c'est vrai que les DOM sont éloignés de l'Hexagone, mais on peut imaginer également de faire de chacun de ces ensembles eh bien, une espèce de pôle de rayonnement. Je pense que l'avenir de la Guyane passe par son ancrage dans l'ensemble latino-américain, l'avenir de la Guadeloupe et de la Martinique dans l'ensemble caribéen. Je suis très content d'avoir dans ma titulature, je ne suis pas DRAC de la Réunion, je suis DAC, Océan Indien. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il faut délibérément rompre avec le rapport nord-sud, imaginer des circulations sud-sud, ça c'est extrêmement important pour la relation entre la langue et la création, et tout ce qui peut favoriser la mobilité sud-sud est la bienvenue. Moi, à La Réunion, je suis extrêmement heureux d'observer la naissance d'un IOMA, Indian Ocean Music Market, c'est extrêmement important, dont l'aire de rayonnement, eh bien, c'est la Chine, l'Australie, l'Inde, etc. Eh bien, que les autres DOM et que les autres territoires également développent de telles structures pour exporter leur musique. Je suis toujours extrêmement attaché à des jumelages entre des institutions, des structures et d'autres structures dans des pays voisins. Très heureux de voir et de constater que le musée Léon Dierks est en train d'approcher une galerie à Durban pour favoriser des échanges. Très heureux quand je vois, et on a parlé hier des réseaux Internet, quand on voit des artistes, des metteurs en scène, des poètes s'inscrire dans des réseaux qui échappent complètement à l'État. C'est très bien qu'ils échappent à l'État et c'est parfait qu'ils se développent en dehors de nous. J'attends, comme tout le monde, beaucoup de l'Institut français qui est en voie de reformatage, de l'Agence des Outre-mer, dont on a beaucoup parlé, et bien sûr des postes diplomatiques. Et si j'ai une suggestion à faire, eh bien, ce serait que notre délégué général eh bien, fasse un télégramme diplomatique qui serait envoyé à tous les postes diplomatiques des pays voisins pour évoquer justement les conclusions des États généraux de l'outre-mer. En matière de multilinguisme. Deuxième piste, la professionnalisation. Tous les DOM ne sont pas vertébrés de la même façon. Certains ont des structures, d'autres en ont moins. Mais tous que nous sommes directeurs des affaires culturelles, nous sommes attachés à vertébrer, à structurer les espaces. Vertébrer, structurer les espaces, ça ne veut pas dire forcément créer des labels. Moi, je voudrais que le ministère, son échelon central, réfléchisse vraiment sur le bien fondé à créer des labels. Est-ce que nous ne sommes que des machines à créer des labels? Je ne le pense pas. Je pense que le b.a.-ba en matière musicale, c'est la création de cafés-concerts, c'est la création de ce qu'on pourrait appeler des structures éphémères permanentes. À Mayotte, extrêmement important, et même à La Réunion. Moi, j'ai une position vis-à-vis d'un certain nombre de labels qui est relativement claire, préférant eh bien, des structures qui permettent aux milieux amateurs d'avoir des équipements professionnels plutôt que d'avoir une énorme structure qui aspire tous nos crédits. Constituer des répertoires d'artistes, ça me paraît également fondamental, de textes essentiels. Aider les éditeurs courageux qui favorisent le plurilinguisme, également essentiel. Troisième piste, la question des publics et des non-publics. Fondamentale également. Si l'on veut véritablement vaincre toute une série de barrières en matière culturelle, il faut que nous connaissions nos publics plus dans les Outre-mer qu'en France métropolitaine. C'est pour cela que
incitons nos préfets à créer des observatoires des publics en étroite coopération avec l'INSEE et les milieux universitaires. Nous pourrons ainsi mieux comprendre pourquoi les gens vont voir tel ou tel spectacle ou n'y vont pas, parce que ça permettra à ce moment-là d'avoir une communication extrêmement ciblée. Voilà quelques pistes. J'aurais beaucoup de choses également à dire, même si je ne suis en aucune manière un spécialiste, mais simplement un homme épris de quelques convictions en la matière. Et 2 points en conclusion. D'abord, nous savons, et nous sommes très heureux de ces États généraux, mon cher Xavier, pour imaginer des relations entre les DAC qui ne passent pas nécessairement par la centrale. Ça, je dois le dire, parce qu'il y a des problématiques communes aux DOM, et nous avons pris l'engagement, nous qui sommes ici représentant le ministère, à nous réunir dans nos DOM pour justement essayer de fournir des réponses concrètes aux attentes concrètes des consommateurs, créateurs de culture. Et la deuxième remarque, c'est que, et ça tout le monde l'a dit, j'en suis fort aise, c'est que ces États généraux, cette année des Outre-mer, ne sauraient être une fin, c'est une étape, c'est un début dans un processus qui implique la prise en compte de la longue durée. Merci Marc.